Bonjour à toutes et à toutes. Je souhaiterais commencer cette vidéo par te remercier de regarder ou de t'être abonné à la chaîne d'Équipage d'Arion. La communauté vient d'atteindre les 100 abonnés et les plus de 2500 spectateurs qui regardent cette chaîne. Donc merci à toi, c'est vraiment très motivant et ça donne envie de continuer à faire des vidéos. Alors cette vidéo, elle est différente par rapport aux précédentes. Parce que elle est issue d'une discussion que j'ai eue avec Nathan, un abonné, qui partageait son point de vue sur le fait que pour la météo, sur la navigation côtière, il suffisait de s'appuyer sur les observations locales plutôt que de regarder les prévisions météorologiques. J'ai un avis différent sur la question. Je pense que les conditions météorologiques locales sont directement impactées par les conditions globales. Et donc regarder les prévisions météo d'ensemble permet d'avoir une bonne compréhension des conditions de croisière qu'on pourrait avoir, en particulier lorsqu'on est avec des enfants. Dans le cadre de cette vidéo, je te propose de poser la problématique, parce qu'on va voir que c'est extrêmement dépendant de l'équipage et du bateau. Ensuite, contextualiser à l'équipage d'Arion, quelle est notre propre expérience et comment on se projette par rapport à ces conditions. Et puis enfin, de te montrer comment on fait tout simplement pour se donner une bonne idée de nos conditions de navigation à venir. Alors, quand on parle de météo pour faire de la navigation, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du soleil, de la pluie, de la neige? Alors, oui, en particulier le soleil, c'est toujours sympa d'avoir une navigation par beau temps et ça aide pour les panneaux solaires, mais pas seulement. On va essentiellement regarder les conditions de vent, direction et force, mais aussi, et c'est ça qui est un peu spécifique à la météo marine, les hauteurs de vagues et leur direction. Ça, c'est un point extrêmement important qui va conditionner aussi le confort de la navigation. On portera également attention aux risques d'orage. Les orages peuvent être particulièrement violents. On a vu l'exemple cet été au mois d'août en Corse. Et donc, il est extrêmement important de savoir si on a un risque ou pas orageux avant de s'engager en navigation. Quelle est l'influence pour nous en tant que plaisanciers de ces conditions de météo? Eh bien, tout dépend du type de plaisance que nous allons réaliser. Si on prend par exemple un plaisancier qui navigue sur un yacht, il va être particulièrement vigilant aux conditions de vagues, au temps en tant que tel, au niveau soleil, précipitation, pour avoir du confort. Il sera pour autant beaucoup moins sensible au vent, sauf évidemment en cas de très grosse tempête. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas de dépendance entre la direction du vent et la direction qu'il souhaite prendre. Et par ailleurs, sur un bateau à moteur, il va beaucoup plus vite que sur un voilier, et donc ça lui permet de passer avant l'arrivée potentielle de dépression. Autre cas de figure, les plaisanciers qui font de la régate. Ils vont plutôt aller chercher du vent. S'il n'y a pas du tout de vent, ils ne sortiront pas. Ils vont aller chercher des conditions de vent qui soient suffisamment bonnes pour pouvoir avoir une navigation sportive. Et là, pour le coup, la direction du vent est moins importante, puisqu'en régate, ça se fait autour de bouées principalement. Et puis, on a le cas qui nous concerne, qui est la navigation de croisière à la voile. Dans ces cas-là, on va aller chercher un bon équilibre entre la force du vent, la direction du vent par rapport à la direction qu'on souhaite prendre en navigation, les conditions de mer, donc la hauteur de vague et leur direction, et puis les conditions d'ensoleillement, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de naviguer par beau temps que sous la pluie. Et comme pour toutes les autres navigations, on restera extrêmement vigilant au risque d'orage, et en particulier si on souhaite faire du mouillage à destination, il ne s'agirait pas de se faire attraper par un orage en étant en plein mouillage, avec le risque que l'encre dérape au fond, donc qui pourrait être extrêmement dangereux. Et donc, le constat, c'est qu'il n'existe pas une météo qui marche pour tout le monde. La météo et les attentes sur la météo va dépendre essentiellement du programme de navigation de chacun. Quel est le contexte de l'équipage d'Arion? Alors,
On va parler de Herion en premier lieu. C'est un Natalia 32 qui fait donc 32 pieds, ça fait à peu près 9,70 m, qui est équipé d'un génois sur enrouleur qui permet de réduire la surface en fonction des conditions de vent, d'une grand voile avec 3 ris, donc elle est toute neuve, elle a moins de 2 ans. Elle est équipée également d'un spi asymétrique, donc qui est très pratique quand il y a peu de vent. Cette garde-robe de voile nous permet une certaine souplesse en allant d'un petit temps avec le spi asymétrique jusqu'à un temps assez costaud en réduisant les voiles, tant le génois que la grand voile avec les ris. La vitesse moyenne d'Herion est aux alentours de 5 nœuds. Donc c'est en prenant l'hypothèse qu'on a une carène qui est bien propre. Si on est en dessous de 5 nœuds, on a quand même l'impression de se traîner un petit peu. Dès qu'on passe au-dessus, le bateau, on sent que le bateau vibre, le bateau vit, et là ça commence à être vraiment, vraiment chouette. Donc 5 nœuds, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de faire 5000 à l'heure, un 1000 étant correspondant à 1852 mètres. Si on multiplie par 1,8, on a la correspondance en kilomètres de la distance qu'on parcourt en une heure. Et donc d'avoir l'équivalent en kilomètres/heure qui parle peut-être plus à ceux qui ne font pas de voile. Si on prend l'hypothèse que la carène est propre, c'est-à-dire sans coquillage et sans algues, ce qui limite les frottements entre la coque et l'eau, alors la vitesse du bateau dépend essentiellement de la force du vent, bien évidemment, et de l'angle du bateau par rapport au vent. On va parler d'angle près du vent, donc quand on remonte sur le vent, à vent de travers, quand le vent arrive perpendiculaire à la direction du bateau. Et puis, on a les allures de portant, qui sont toutes les allures où le vent arrive par l'arrière du bateau et le pousse. Ces vitesses sont spécifiques à chaque bateau, en fonction de la forme de leur carène, mais également en fonction de la façon dont ils sont manœuvrés par l'équipage. Ces éléments sont importants à connaître afin d'estimer la localisation du bateau et donc d'estimer la météo qu'on aura à un instant T tout au long du trajet. Parlons maintenant de l'expérience de l'équipage. L'équipage d'Herion est, on va dire, peu expérimenté. Nous sommes capables de faire des navigations à la journée, de faire une nuit en navigation également. Donc notre plus longue traversée a été de 26 heures. On a fait Cavalère-sur-Mer jusqu'au Cap d'Agde. Donc c'est une navigation de 26 heures avec une seule nuit de quart. Pour l'instant, on n'a pas été au-delà. J'envisage de pouvoir faire une navigation sur 2 jours, mais pour l'instant, on n'est pas du tout prêt au niveau de l'équipage pour pouvoir aller au-delà de ces durées. Ça viendra plus tard, mais pour le moment, on n'y est pas encore. L'âge des enfants doit aussi être pris en considération, c'est-à-dire que les enfants, ils ont entre 8 et 11 ans, et pour le moment, ils ont besoin encore de pouvoir se défouler, donc soit au mouillage en allant se baigner, soit avec une escale dans un port, pour pouvoir ensuite aller à la plage, aller se promener. Voilà. Donc c'est des éléments qui sont importants, qui doivent être pris en considération. Et donc pour l'instant, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne veut pas aller sur des durées de navigation qui dépassent 24 voire 48 heures, ce qu'on n'a pas encore fait. Quels sont nos critères de navigation à bord d'Herion? Alors, on va parler d'abord des vagues. Sur les vagues, on a déjà fait des navigations au portant avec des vagues d'1 mètre, ça passe. Au près, je sais qu'à partir de 50 cm, ça commence à taper et l'équipage se rebelle un peu. Donc voilà, c'est un peu mes limites en termes de vagues. En termes de vent, alors ça a beaucoup évolué. Il y a 3 ans, quand on a commencé à naviguer, on ne dépassait pas les 15 nœuds. Enfin, je ne souhaitais pas dépasser les 15 nœuds de vent, donc ça limitait quand même pas mal, sachant qu'en Méditerranée, le Mistral et la Tramontane sont quand même assez fréquents et dépassent très largement ces 15 nœuds. Mais l'idée, c'était d'apprivoiser le bateau, de connaître le bateau et d'évoluer avec ça. D'ailleurs, avant même qu'on ait Herion, on était sur un Jouet 18, donc un bateau qui est beaucoup plus petit, et là, nos critères étaient encore plus restreints. D'ailleurs, on a fait une navigation pour remonter de l'île d'Aix jusqu'à Saint-Denis-d'Oléron, et on avait un vent plein fer, plein nord, donc qui nous empêchait de remonter en direct, donc il fallait tirer des bords. Et bien à ce moment-là, les enfants étaient petits, on n'a pas voulu prendre le temps
de remonter. Donc on est remonté au moteur, on s'est fait mouiller. Bon, c'était très drôle parce que les enfants pendant ce temps-là, alors que nous on se faisait tremper, ils étaient à l'abri et ils faisaient leur sieste. Il y a 2 ans, lors d'une navigation dans le Var, donc entre Le Frioul et Bandol, on a été surpris par un coup de Mistral un peu plus fort qu'annoncé. Et on a fait une grande partie du trajet avec 17 nœuds, à peu près 18 nœuds de vent en 3/4 arrière grand largue. On a fait tout le trajet avec uniquement le génois, on a fait des pointes à 8 nœuds au surf sur les vagues, il y avait un bon mètre de vagues, et donc ça s'est très bien passé. Et ben, ce moment-là nous a permis de relever d'un cran le niveau d'acceptation sur le grand largue. Et puis on a eu, au printemps dernier, on a fait une navigation au vent de travers, cette fois-ci, entre Gruissant et Port-le-Cat, et en prenant 2 ris sur la grand voile, le bateau était très très plat, on a très bien navigué, et c'est pareil, il y a eu un niveau d'acceptation supérieur qui a été acquis par l'équipage. On a eu également l'été dernier un retour de l'Estartide jusqu'à Canet-en-Roussillon, où on a fini au grand largue avec uniquement le génois, avec du 27 nœuds en rafale, pareil un bon mètre de vague, et là ça s'est très bien passé également. Donc encore une fois, on sait que petit à petit, on peut aller dans des conditions de plus en plus costauds. Donc on le voit, l'expérience s'acquiert au fur et à mesure. Aujourd'hui, je connais les critères de navigation qu'on est capable de faire lorsque je prends la météo. Donc, en fonction des allures, pour toutes les allures qui sont près du vent, je sais que je peux aller jusqu'à peu près 20 nœuds de vent, ça reste acceptable. Et au portant, je peux aller facilement jusqu'à 27 nœuds sans grande difficulté. Donc c'est un point important parce que ça me permet, en fonction de la météo que je vais pouvoir analyser, de savoir si je peux aller naviguer ou pas avec les conditions prévues. D'un autre côté, il faut aussi prendre en considération le cas d'absence de vent. Lorsque il n'y a pas du tout de vent, ce qui est souvent le cas en Méditerranée d'ailleurs, il faut aussi connaître quelle est l'autonomie qu'on peut avoir avec son moteur. Donc, typiquement sur Ergon, on a 40 litres de réservoir plus 20 litres en bidon, sachant qu'on consomme à peu près 0,9 litre à l'heure, on est capable de tenir à peu près 290 000 nautiques, qui donc laisse quand même pas mal d'autonomie. En fonction des prévisions météo, si jamais on a une phase de molle ou d'absence de vent, eh bien, il faut qu'on sache combien de temps ça va durer pour s'assurer qu'on ne va pas se retrouver encalminé en pleine mer avec plus de gasoil, plus de vent, enfin voilà, complètement coincé. Ou alors, si on prend ce risque-là, c'est de prévoir et avoir suffisamment d'eau et suffisamment de nourriture à bord. Donc voilà, donc c'est un élément important à connaître qui permet d'avoir une vision globale avant de se lancer. Voilà, donc là on l'a vu, la météo c'est important, il faut la connaître, même si elle n'est pas 100% fiable, parce qu'on a différents phénomènes, il est important de savoir à quoi on va s'attendre pour préparer son gréement, préparer ses ris dans les grands voiles si nécessaire, de préparer son spi, et également s'assurer qu'on a suffisamment de gasoil dans les réservoirs ou dans les bidons pour pouvoir faire la traversée. Donc oui, la météo est importante, il faut la connaître. Même si elle n'est pas parfaite, c'est un élément à connaître. Alors, comment fait-on pour avoir des prévisions météorologiques? Alors, il y a différentes sources. Il y a le journal de 20 h, c'est une option, c'est pas ma préférée. Après, j'utilise plutôt des sites spécialisés qui proposent de la météo marine. Donc on a Météo France, on a Météo Consult également qui propose une météo marine. Et puis on a aussi des sites comme Windy qui permettent d'avoir différentes possibilités de visualisation sur le vent, la hauteur de vague, la couverture nuageuse, enfin c'est une panoplie assez complète de météo. Et l'intérêt de Windy également, c'est qu'il s'appuie sur différents modèles de prévision qu'on peut regarder les uns par rapport aux autres. Et puis enfin, il y a une autre alternative qui consiste à télécharger des fichiers GRIB qui sont ensuite visualisés dans des outils spécialisés qui permettent ensuite de faire des comparaisons de modèles et choisir celui qui paraît le plus pertinent. Le CEA a fait une animation qui permet
d'expliquer comment les modèles climatiques fonctionnent. Les modèles météorologiques fonctionnent de manière similaire, mais avec une taille de maille beaucoup plus fine. Le principe du modèle consiste à découper la Terre en zones rectangulaires sur l'axe latitude-longitude, sur les différentes couches de l'atmosphère. Ensuite, on va pouvoir zoomer sur chacune des strates et avoir un niveau de maillage de plus en plus fin en fonction de la situation. Et au sein de chacune des petites mailles, des zones rectangulaires, on va avoir les différentes couches de l'atmosphère qui permettent d'avoir les différents niveaux de pression. Sur chaque maille est représenté le relief, les cours d'eau, les zones forestières qui permettent de simuler l'humidité générée par ces zones-là. On représentera également les zones sur lesquelles l'humain a eu de l'impact. Enfin, on représentera les zones sous-marines pour pouvoir identifier et calculer les effets de la mer sur la météo. Par exemple, si on revient sur les orages corses qui ont eu lieu cet été, les orages extrêmement violents sont issus d'une température de la Méditerranée extrêmement élevée par rapport à la mer. Quels sont les modèles météo disponibles? On va avoir deux catégories. On va avoir les modèles généralistes qui ont un pas de temps d'à peu près 3 heures. Et on peut regrouper dedans par exemple GFS ou le modèle CEP, le modèle arpège par exemple. Et on va avoir les modèles haute résolution qui ont un pas de temps de 1 heure. Et on retrouve dans ces modèles-là le modèle Icône, le modèle Arome. On utilisera les modèles généralistes pour les navigations hauturières et les modèles haute résolution pour la navigation quotidienne. À l'issue du calcul réalisé par les simulations des différents modèles, le fichier grid est produit. C'est donc un fichier qui contient les données calculées par les simulateurs de météo. Quelles sont les données qui nous concernent? On va avoir d'abord les données qui sont importantes pour prévoir la navigation. On aura aussi besoin de connaître la puissance des rafales de vent. On récupérera également les données sur les vagues avec leur hauteur et leur direction. Sur certains modèles, on peut même faire la différence entre la hauteur de la houle et la hauteur des vagues de vent, et on pourra faire ensuite le cumul des deux. Et puis enfin, on ira chercher des informations relatives à la cape. J'y reviens un petit peu plus tard pour expliquer ce que c'est. Puis enfin, on a tout un ensemble de données qu'on pourrait qualifier de données de confort, qui vont correspondre à la température de l'air, qui vont correspondre aux précipitations, qui vont correspondre à la couverture nuageuse, et également à l'humidité relative. J'ai mentionné dans les données à récupérer la CAP. Mais qu'est-ce que la CAP? La CAP, en anglais Convective Available Potential Energy, est l'énergie potentielle par unité de masse qu'a une parcelle d'air plus chaude que son environnement, ce qui se traduit par une poussée d'Archimède ascensionnelle. Et cela se produit dès lors qu'on dépasse le niveau de convection libre de la masse d'air. Et donc, c'est un indicateur qui permet d'évaluer le risque d'orage et sa violence. Il est exprimé en joules par kilo. De 0 à 1000 joules par kilo, on a un risque marginal d'instabilité qui donne des averses ou des orages ordinaires. S'il est entre 1000 et 2500 joules par kilo, alors il est modérément instable, donnant des orages qui peuvent être violents. De 2500 à 3500 joules par kilo, il est très instable et il donne des orages violents. Et puis enfin, s'il est au-delà de 3500 joules par kilo, alors il est extrêmement instable et très favorable à des orages violents généralisés. Il va sans dire que cet indicateur est important. En ce qui me concerne, dès lors qu'il commence à se rapprocher des 1000 joules par kilo, je me méfie.
représentation graphique de la force et de la direction du vent est réalisée grâce à des petites flèches qu'on appelle des barbules. Chaque flèche a une petite ailette qui avance par pas de 5 nœuds. Donc une flèche avec une petite ailette de moitié correspond à 5 nœuds. Avec une ailette complète, ça correspond à 10 nœuds. Et cela s'incrémente au fur et à mesure. Lorsqu'il n'y a pas du tout de vent, dans ces cas-là, on aura un petit rond qui va être affiché. Ça y est, le téléchargement de mon fichier grip s'est terminé. On voit bien la zone que j'ai sélectionnée. Si je zoome vers la zone, on voit différents éléments s'afficher sur la carte. Premièrement, on voit les petites barbules dont je parlais tout à l'heure, qui indiquent la force et la direction du vent. Et donc, qui sont tant sur les zones terrestres que au niveau de la surface de la mer. Et au niveau de la mer, on a des informations complémentaires. On a également des petites flèches qui se superposent aux barbules. Ces petites flèches indiquent la direction de la houle. Et à côté, on a des chiffres qui s'affichent également, qui correspondent à la hauteur combinée des vagues. Donc ça, c'est une configuration que j'ai faite avec l'outil, avec QTVLM, par ce biais-là, où on a tout un ensemble de possibilités de configuration. Donc, ce que j'ai indiqué ici, c'est un fond de carte avec la carte du vent, donc avec une hauteur à 10 mètres. En flèche principale, c'est la carte du vent également, donc c'est les petites barbules qui sont indiquées. Et puis ensuite, en flèche secondaire, c'est les directions des vagues du vent. Et l'étiquette correspond à la hauteur des vagues combinées en surface. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui sont indiqués. Les fichiers GRIB s'inscrivent sur plusieurs jours. En l'occurrence, j'ai pris le modèle arpège qui est sur 3 jours. Et donc je peux lancer l'exécution et regarder l'évolution de la météo et des vagues sur toute la période. Lorsqu'on lance la lecture, le fond de carte évolue en fonction de la force du vent. Par ici, le fond de carte vire au orange qui correspond à un bon coup de Mistral qui atteint pratiquement la Corse et la Sardaigne. Et juste derrière le coup de vent, on voit une zone de calme, mais avec une houle résiduelle d'un peu moins d'1 mètre. QTVLM permet d'animer les GRIB téléchargés et donc de visualiser dans le temps les prévisions météorologiques. Mais QTVLM est capable de faire autre chose, qui est très intéressant. Il est capable de superposer différents GRIB générés par différents modèles de simulation. Et ça permet de comparer le résultat des différents modèles et de regarder quelles sont les tendances globales qui divergent et celles qui confirment une tendance beaucoup plus fiable. Regardons comment ça fonctionne. J'ai configuré QTVLM pour avoir 3 GRIB différents affichés. Dans le premier emplacement, j'ai le modèle NOAA GFS, donc c'est le modèle américain, qui est plutôt un modèle à grande maille, avec le modèle WW3 pour le niveau des vagues. Sur le deuxième emplacement, j'ai téléchargé le modèle arpège, avec le modèle de vague WW3. Donc là, pour la hauteur de vague, on devrait avoir quelque chose de consistant entre les deux. Et enfin, sur le troisième emplacement, j'ai configuré un GRIB du modèle Arome. Donc là, j'ai GFS, arpège, Arome qui ont été chargés. J'ai la possibilité de basculer d'un modèle à l'autre sur mon écran. La petite flèche ici permet de basculer d'un modèle à un autre. Donc là, on est sur le premier, c'est le modèle Arome. Je bascule sur le suivant, qui est le modèle GFS, et enfin sur arpège. Et ensuite, j'ai une possibilité de faire la superposition de tous les modèles. Donc ça fait tout un empilement de flèches. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un flux de nord ici, au centre du golfe du Lion, qui semble à peu près consensuel, avec une direction cohérente, à peu de choses près, et une force qui est aux alentours de 10 nœuds à peu près partout. En revanche, si on regarde en face du Cap Sicié, là c'est un peu plus flou. On a des modèles avec un vent qui vient de 5 nœuds, qui vient plutôt de secteur nord-ouest, d'autres avec un vent de plein nord. Et là c'est pareil, c'est un petit peu aléatoire. Donc on voit qu'il y a quand même un petit peu d'incertitude sur ces zones-là, qui sont finalement pas si logiques que ça, puisqu'on est en face de cap, et donc ça, les phénomènes locaux peuvent être pris en compte par certains modèles, et pas d'autres. Et lorsqu'on lance l'exécution, on a
les différentes phases qui se dessinent. Donc là on voit quand même sur le golfe du Lion, ici on a toujours un petit peu de vent de type tramontane, mais assez léger puisqu'on est à 5 nœuds sur les côtes, ça a forcé un tout petit peu à 10 nœuds par ici. Par contre on a le Mistral, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est en train de monter, et là il y a vraiment une belle unanimité sur les modèles, toutes les flèches sont vraiment pile dans le même sens. Donc là ça nous garantit effectivement, ça sécurise le fait qu'on va être confronté à un Mistral assez significatif, qui va ensuite tourner en direction du sud-est, avec une force qui va monter aux alentours de 20 nœuds, et là tous les modèles sont raccords là-dessus, pour ensuite disparaître tranquillement. Donc voilà, donc là on est dans une situation où il y a quand même une unanimité sur les différents modèles, et puis là on a de nouveau un vent qui a l'air d'être partagé par à peu près tous aussi, sur un fort vent de sud-ouest qui traverse toute la Méditerranée au sud de la France, pour ensuite revenir carrément plein nord. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on a quand même des éléments qui sont assez évidents sur les mouvements globaux. Après évidemment, on va avoir, en fonction de la taille de la maille de chacun des modèles, des spécificités, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les caps, on peut avoir un petit peu de différence. Voilà, les conditions pour les 3 jours à venir sont à peu près claires. On va avoir un coup de Mistral qui va commencer, qui va être assez rapide, qui va passer en à peu près une journée, et puis ensuite on va avoir un petit répit avant d'avoir un gros flux de sud-ouest qui arrive. Ça, les 3 modèles le disent, la probabilité que ça se passe comme ça est assez forte. Donc tout va dépendre maintenant de la trajectoire et de la croisière qu'on souhaiterait organiser sur ces jours-là. La force du vent, elle n'est pas si forte, on est au maximum aux alentours de 20 nœuds, alors évidemment ça peut être un petit peu au-dessus. On a des conditions qui sont quand même navigables, sauf à ce qu'on veuille y avoir une navigation beaucoup plus confortable, enfin assez confortable, et dans ces cas-là, on reportera son départ. C'est l'intérêt de ce genre d'outil, ça permet d'avoir une vision relativement pertinente de la situation météo et des prévisions. Est-ce que tous ces travaux de préparation sont suffisants? Pas toujours. On voit bien sur les croisières côtières qu'on a une diversité de côtes, une diversité de paysages, et cette diversité a un impact direct sur les phénomènes météorologiques locaux. On va le voir, en fonction de la morphologie de la côte et de la direction du vent, on peut avoir des effets qui sont assez différents par rapport aux phénomènes généraux qui étaient indiqués. Une plaine côtière, une falaise, un promontoire ou une baie ont un impact sur le flux général. Ils vont modifier le flux général, qu'on appelle le vent synoptique, en imposant une courbure du flux, ce qui veut dire en fait une orientation différente du vent. On pourra avoir aussi un phénomène de renforcement du vent, ou au contraire, des créations de zones à l'abri du vent. C'est généralement à ces endroits-là qu'on va aller chercher des mouillages en fonction de la direction du vent. On aura aussi des phénomènes liés aux différences de comportement thermique entre la terre et la mer, ce qui va générer des alternances entre brise de terre et brise de mer. C'est le fameux thermique de Méditerranée, où on peut avoir du force 4 ou force 5, alors même qu'aucun vent, donc synoptique, n'est annoncé par la météo. Enfin, on aura la formation de nuages isolés qui peut générer des phénomènes de modification de force du vent. En Méditerranée, ce qui va vraiment le plus frapper, au-delà du Mistral ou de la Tramontane, qui sont vraiment bien prévus par les modèles de simulation, c'est les phénomènes locaux liés au cap, aux falaises. Après un petit peu de recherche, un petit peu d'études sur le sujet, en fait, il y a une explication à cela. Si le vent arrive du large vers une côte moyennement élevée, le vent est moins fort sur une zone de 5 à 9 fois la hauteur de la côte. Si le vent arrive obliquement du large sur cette même côte, la baisse de vent n'a pas lieu. En revanche, la côte canalise ce dernier, pouvant provoquer une accélération jusqu'à 5 nœuds de plus du vent. Lorsque le vent est parallèle à la côte, la différence de frottement entre la mer et la côte génère des différences de comportement en fonction de la position de la côte par rapport au vent. Si la côte est à gauche, il y a une accélération du vent de 5 à 8 nœuds. En revanche, si la côte est à droite, il y a moins de vent, jusqu'à 3 nœuds de moins.
Lorsque le vent arrive perpendiculairement à la côte, il faut être super vigilant, car le vent réagit en fonction de la topographie locale, avec soit une rotation du vent de 15 à 20 degrés sur une côte basse, ou bien une accélération du vent jusqu'à 30 fois la hauteur de la côte vers le large, ou alors un des vents importants jusqu'à 20 à 25 fois la hauteur du relief, voire avec un vent contraire au voisinage de ce relief. Enfin, on peut avoir la création d'un phénomène ondulatoire de vent fort en haute altitude et faible en basse altitude, souvent marqué par des nuages lenticulaires stationnaires. Et au large, comment fait-on? Effectivement, les fichiers GRIB, pour pouvoir les récupérer, nécessitent une connexion data pour télécharger d'Internet ces informations. Lorsqu'on est au large, il existe deux solutions possibles. La première consiste à avoir un Iridium qui permet de récupérer les données par satellite. C'est une solution qui est indéniablement nécessaire lorsqu'on fait du hauturier, parce que le rapport prix-sécurité est vraiment très très bon. Autant pour une navigation côtière ou semi-hauturière, où on est finalement sur des durées de 2, 3, voire 4 jours de navigation, c'est quand même beaucoup plus discutable. L'autre solution, qui est, on va dire, plus traditionnelle, c'est d'attendre et de surveiller à la VHF, sur le canal 16, la diffusion des BMS, des bulletins météorologiques spéciaux. J'étais au sud de Narbonne l'après-midi. Non significative, établie son secteur plus de 50 cm à 1 mètre au sud de Narbonne en fin de journée. Peu nuageux, des zones très nuageux au sud de Narbonne en fin de journée. Sur le canal 16, on entend à la VHF un message de diffusion du BMS précédé de l'appel sécurité. Et dans ces cas-là, on peut basculer sur le canal 79 ou le canal 80, sur lequel le BMS est diffusé par Météo France. On obtient alors, en fonction de sa zone de navigation, les informations principales permettant de savoir le temps à laquelle on sera confronté. Si on doit faire un bilan, on voit bien quand même que prendre connaissance de la météo avant de partir en croisière est indispensable. Mais il faut aussi accepter le fait que ça pourra potentiellement pas être exactement ce qu'on avait vu, parce qu'il avait été forcément prévu. Et en même temps, ça fait partie du plaisir de la voile. On a toujours des tas d'imprévus en navigation, et bien la météo fait aussi partie de ces éléments-là. Quoi qu'il en soit, on a quand même tout un ensemble d'outils aujourd'hui disponibles, et souvent gratuitement, pour se prémunir des grosses surprises, négatives en l'occurrence, et sécuriser au maximum nos navigations. Donc c'est quelque chose à faire. Voilà, l'intention de cette vidéo, c'était pas de faire un cours magistral sur la météo, parce que j'en suis juste pas capable. C'était vraiment de partager la façon dont j'appréhendais la météo pour pouvoir partir. C'est quelque chose sur lequel je suis assez vigilant de par la composition de mon équipage. J'ai des enfants à bord, je ne veux pas les dégoûter, je veux aussi ça doit être vraiment un moment de plaisir avant toute chose. Donc je suis vraiment vigilant par rapport à ça. Et puis on apprend au fur et à mesure et on renforce nos capacités à gérer les conditions. Et puis derrière, je sécurise au maximum parce qu'il y a toujours cet imprévu qui demeure. Donc je sécurise au maximum avec des lignes de vie, avec le port du gilet de sauvetage systématique, le fait que dès qu'on navigue la nuit, on est toujours accroché au bateau par exemple. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de conditions supplémentaires que je rajoute pour être vraiment, pour maximiser la sécurité. Bon, voilà. Il y a toujours une part de risque évidemment sur ce genre de navigation, mais en général ça se passe quand même très très bien et on prend beaucoup de plaisir et c'est quand même ça qui compte. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, si ça a été le cas. Je suis vraiment preneur de retour sur cette vidéo, sur le contenu, sur le format. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. C'est grâce à ces échanges que l'idée de cette vidéo est née.
Donc on ne sait jamais, peut-être que des différentes questions que tu pourrais avoir, je pourrais essayer de faire une petite vidéo en attendant de pouvoir repartir et de revenir sur des vidéos de navigation. Voilà, en attendant, les projets pour la prochaine saison se préparent avec des améliorations sur Rion, des entretiens à prévoir, et puis aussi des zones de navigation qui sont en train de se dessiner tout doucement, avec des endroits qui nous attirent. Donc refaire la Costa Brava, aller un petit peu plus loin. Il y a aussi les Baléares, les îles des Baléares qui ont l'air vraiment très très sympa à faire. Donc voilà, on est en train de commencer à regarder un peu ce qu'on pourrait envisager pour la prochaine saison. Mais toute cette préparation fait aussi partie du plaisir. Voilà, merci encore, et puis à bientôt!